la situation s'améliore. Il faut arrêter de dramatiser cette épidémie, il faut se calmer. Il y a même des gens maintenant qui ont proposé sur Twitter d'avoir un attentat terroriste contre moi. Il y a des gens qui m'ont menacé, des gens qui menacent mon avocat. Mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Il ne faut pas vivre dans la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au calme. Donc, et j'ai pas peur, pas une seconde. Voilà. Après, le Conseil de l'ordre n'est pas là pour me faire taire. J'ai déjà essayé une première fois de me faire taire, c'est un peu difficile de me faire taire. Et j'ai ri à un point qui est, parce que tout le monde peut le voir, mais c'est absolument. Je vais le publier d'ailleurs, c'est risible. Et donc, il ne faut pas les croire, il ne faut pas les suivre. D'accord ? Et le problème des politiques, c'est qu'actuellement, ils sont trop en phase avec les journalistes. Pour ce que nous voyons, nous, mais aussi pour ce que je lis qui se passe en France et en Europe. Comme d'habitude, comme j'ai toujours pensé, cette maladie étant nouvelle, elle est imprévisible et donc le pire n'est pas sûr. Et donc on voit que dans la deuxième épidémie, celle que nous voyons actuellement, il y a eu deux poussées épidémiques qui pour nous correspondent à des variants nouveaux. On vient d'ailleurs d'avoir notre première publication sur les réinfections avec deux variants nouveaux, le variant de la première épidémie et un variant de la deuxième épidémie qui s'appelle le 4, qui est celui qui circule le plus actuellement. Et donc la première bosse que l'on voit ici, c'était essentiellement ce qu'on a appelé le variant Marseille 1. La deuxième bosse que l'on voit essentiellement, c'est ce qu'on appelle le variant Marseille 4. Qui chacun a fait leurs épidémies, font leur épidémie et donc amènent au fait qu'on ait plusieurs sauts comme ça et qu'on ait quelque chose qui est plus en taux ondulé qu'en courbe de Gauss, comme on avait l'habitude de le voir quand il y a un seul virus qui circule. On voit qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de cas dépistés, le nombre de cas hospitalisés et le nombre de cas en réanimation. On avait calculé qu'il y a 8 à 9 jours de décalage entre le diagnostic et la réanimation. Quand les choses se font, le diagnostic se fait suffisamment tôt. Et donc, en réanimation, les hospitalisations n'augmentent plus, en hospitalisation non plus, et en nombre de diagnostics qui sont réalisés, ça diminue. Sur l'observatoire que nous voyons, donc on a plutôt l'impression que la situation s'améliore. Elle a commencé à s'améliorer, vous voyez, avant le confinement direct, ce qui devrait amener à une réflexion associée au fait que la mortalité est modérée et ne touche essentiellement, si on s'occupe des patients, que des gens qui ont une espérance de vie extrêmement faible, avec quelques exceptions comme peut-être des anomalies génétiques, qu'il faut arrêter de dramatiser cette épidémie, il faut se calmer. Moi je suis très étonné de voir cette excitation, cette peur généralisée. Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète, c'est la peur. Je pense qu'on a excité les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. Je pense qu'on risque une recrudescence du terrorisme. Il y a même des gens maintenant qui ont proposé sur Twitter d'avoir un attentat terroriste contre moi. Il y a des gens qui m'ont menacé, des gens qui menacent mon avocat. On sort d'un état social normal du fait de l'anxiété extrême que l'on développe à partir de la peur de cette maladie qui ne va pas détruire l'humanité, ni réduire de manière sensible l'espérance de vie dans ce pays. Donc il faut se calmer, il faut traiter de cette maladie normalement, il faut mettre en place les outils pour pouvoir diagnostiquer et soigner ces gens, mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Donc il faut se calmer, il n'y aura pas des centaines de milliers de morts, des millions de morts, il faut s'arrêter. Il faut reprendre ça comme une maladie normale. Et je peux vous dire que ces maladies infectieuses, moi qui travaille depuis 40 ans, j'en reparlerai, je sais à peu près ce que c'est. Et donc je vois, nous ici, on a pris en charge maintenant 12 000 personnes. Personne n'a pris en charge, il n'y a pas un centre qui a pris en charge autant de personnes que nous, qui a testé autant de personnes que nous. On fait plus de 350 000 tests maintenant, 250 000 personnes. On a pris en charge 15 000 personnes, on a une idée très précise de ce qui se passe, de la mortalité,
de la manière dont ça se gère. Donc il faut être organisé, calme, gérer les problèmes. Il y a des problèmes d'organisation qui se posent quotidiennement, il faut s'en occuper. J'aurais préféré qu'on me croie, il y a 20 ans, quand j'ai écrit qu'il fallait qu'il y ait 7 infectiopoles de cette nature en France, qui aurait permis d'avoir une gestion beaucoup plus calme, beaucoup plus organisée, plutôt que de s'affoler avec ce retard considérable qui avait été mis en place avec la détection, avec la mise en place, je suis content que la plupart des choses que je proposais, les restaurants hydroxychloroquine dont je pose, ont été finalement mises en place, la détection précoce, la détection de l'hypoxie avec les saturations d'oxygène. J'ai vu que 3 mois après que j'ai proposé, la Haute Autorité de Santé a repris ça dans ses recommandations, c'est bien. La gestion des troubles de la coagulation, on a encore des embolies pulmonaires une fois par semaine qu'on détecte précocement en faisant des tests biologiques chez des gens, y compris qui apparaissent asymptomatiques. Donc ça, c'est de la prise en charge médicale, et c'est avec cette prise en charge médicale qu'on fait tomber la mortalité. Et nous, les données préliminaires qu'on a sur les gens qu'on a vus en hôpital de jour sont de l'ordre de 0,6 pour 1000 de mortalité. Ça nécessite à être consolidé comme données, mais ça veut dire que si on s'occupe des gens entièrement très tôt, eh bien ce qui se passe, c'est que la mortalité atteint un taux extrêmement faible parce qu'on s'occupe des gens. Donc le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est maintenant de raison garder, de mettre en place, au fur et à mesure que la connaissance sur cette maladie augmente, les moyens qui permettent de détecter les gens. Cliniquement, les gens qui sont positifs, souvent quand ils sont jeunes, ne sentent plus les odeurs et s'en rendent très bien compte. Les sujets qui sont plus âgés doivent être traités parce que chez eux, ce signe, malheureusement, très précieux et moins fréquent, et ils doivent être pris en charge. Il y a un certain nombre de choses à faire, mesurer leur saturation en oxygène, ils peuvent acheter une petite prise d'oxygène dans les pharmacies, ça ne coûte pas très cher, et surveiller ça, et quand on a l'oxygène qui est en dessous de 80, je dis la même chose que la chaise, qui est d'accord avec moi maintenant, très bien. Et quand on a moins de 95, eh bien il faut aller à l'hôpital, se faire prendre en charge tout de suite, parce que c'est en dessous de 95, les choses peuvent aller très vite, et on peut se trouver très très vite en réanimation, et là, le pronostic est moins bon. Donc voilà, tout ça c'est de la médecine, il faut revenir à la médecine, il faut arrêter de s'affoler, il faut arrêter de crier qu'on va tous mourir, parce que ça excite les gens, c'est de plus en plus dangereux, c'est de plus en plus difficile, les gens pètent les plombs, les gens qui sont fragiles nerveusement explosent, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas vivre dans la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au calme. Et il faut revenir, je vous assure, on a vu plus de gens que tout le monde. Moi, je n'ai pas attrapé le Covid, je ne fais pas de prophylaxie, je me lave les mains 100 fois par jour. Je ne suis pas mort, et pourtant, je fais partie des groupes à risque, j'ai plus de 65 ans. Voilà. Donc, et j'ai pas peur, pas une seconde. Voilà. Donc, il faut arrêter, et je pense que c'est dans ces circonstances qu'effectivement, je vois maintenant des collègues qui m'insultent, enfin, je ne pourrais pas imaginer, des amis d'internat, des gens que je connais depuis 35 ans, qui racontent des horreurs sur moi, mais je ne comprends pas d'où ça sort, simplement parce que ce niveau de tension est devenu, on a l'impression qu'on est dans un enjeu, on revient à l'époque que j'ai connue avant 68, des chiens anticommunistes contre des salauds de capitalistes, enfin, les salauds de communisme, et cette passion à ce point-là est déraisonnable, c'est du soin, de la médecine, il faut revenir on s'occupe des gens, on les soigne, la passion doit être étrangère à ça. Écoutez, encore une fois, je pense que ça rentre, c'est multifactoriel, ça rentre dans il y a un combat qui s'est dressé à Marseille entre les non-universitaires contre les universitaires, sûrement une partie de l'histoire, il y a cette espèce de tension extraordinaire qui s'est située entre les uns et les autres, en partie parmi les gens qui ont porté cette plainte, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont été très très vexés que l'on dise que leur financement par Gilead avait influencé très profondément leur jugement, qui sont irrités, probablement la SPILF, qui est très financée par Gilead et qui n'accepte pas qu'on dise que c'est un conflit d'intérêts, c'est possible. Ensuite, si vous voulez, je crois que pour mettre les choses en perspective, aussi, il y a un temps pour tout et il y a plusieurs échelles de temps. L'échelle de temps des gens qui croient avoir le pouvoir et l'autorité scientifique, ce qui est un peu risible. Le directeur général de la santé, ou le directeur de la NSM, ou le directeur ou le président du Conseil de l'Ordre ne détient pas la vérité scientifique. Il détient un pouvoir de décision, éventuellement un pouvoir de nuisance,
mais il ne détient pas la vérité scientifique, confondent. Et ces gens-là sont des gens qui changent régulièrement. Et donc c'est très, très intéressant. Vous voyez, l'ancien président du Conseil de l'Ordre à Marseille était un ami à moi. Bien sûr, cette histoire a été classée sans suite. Les autres ont changé, ceux-là ont décidé. Vous voyez, tout ça ne dépend pas de moi, dépend des gens qui ont été élus, qui aiment ce que je suis ou qui n'aiment pas ce que je suis. Donc je suis la quintessence de l'universitaire. Pour l'instant, c'est pas très aimé par ce conseil, c'est la vie. De l'autre côté, le directeur général de la NSM, qui était férocement opposé à l'hydroxychloroquine, dont je reparlerai, son prédécesseur, qui avait été nommé lui aussi, a fait une conférence chez moi que je vous demande vraiment de regarder. C'est le professeur Maraninki. C'est lui qui a inventé les RTU, c'est lui qui a remis les choses en place sur les conflits d'intérêts. Et si vous l'entendez, ce qu'il dit, vous ne croyez pas qu'il puisse avoir la même position que le directeur actuel de la NSM qui fait exactement l'inverse. Donc vous voyez, c'est pas moi qui change, c'est les gens qu'on nomme qui changent. C'est bien naturel, puisque eux sont des gens qui passent. Ça n'est pas des gens qui sont la S-qualité, c'est des gens qui sont nommés ou élus. Ça n'a rien à voir. Après, il y a un autre temps qui est le temps du politique. Moi, je regrette qu'une partie importante du politique soit maintenant sur le même rythme de vitesse que les journalistes qui ont une vérité du jour. La vérité des jours, les journalistes ne les engagent pas. Ils disent une bêtise, 6 mois après, vous n'allez pas leur reprocher, les journalistes auraient dit une bêtise 6 mois avant, c'est leur métier. Et donc il ne faut pas les croire, il ne faut pas les suivre. D'accord ? Et le problème des politiques, c'est qu'actuellement, ils sont trop en phase avec les journalistes. Et ils oublient une chose, c'est que quand ils parlent, eux, ils sont susceptibles d'avoir, eux, une résonance de ce qu'ils disent. Ils risquent d'avoir, y compris d'être poursuivis par la justice et par l'histoire. Ce qui juge les politiques, c'est l'histoire. Et, dans les histoires de sécurité sanitaire, la justice. Vous voyez, et la justice prend son temps. Vous voyez, l'histoire du sang contaminé, c'est 10 ans après les faits. C'est long. C'est pas le temps journalistique. Les journaux ont même oublié ce qui se passait à l'époque. Vous voyez, et leur opinion, et qui disait ci, qui disait ça. Et 10 ans après, la justice, elle, est encore sur un autre rythme. Et puis la science, elle est encore sur un autre rythme, qui est, à la fin, vous savez, il y a des domaines dans lesquels moi j'ai travaillé, sur lesquels il a fallu 15 ans pour que ce que nous disions, sur la peste par exemple, soit reconnu par tout le monde. Pendant 15 ans, on s'est disputé, les gens disaient, moi j'arrive pas à refaire vos résultats. Moi. Donc le temps du journaliste, le temps du politique, le temps de la justice et le temps de la science ne sont pas les mêmes temps. On ne vit pas dans les mêmes échelles de temps. Donc moi, je vis dans le domaine de la science, mais comme j'applique mes connaissances à ce que je fais, eh bien, je suis bien obligé de me confronter à ça le moins possible avec les journalistes. En particulier, je ne supporte pas les journalistes qui sont agressifs avec moi, ou qui se posent des questions sur la nature de ce que je suis. Moi, j'apporte des résultats, je ne veux pas discuter de ce que je suis, ça regarde que moi. On voit bien qu'il y a des temps différents. Quant à ce qui m'est reproché, je suis content qu'on ne me reproche pas d'être un mauvais docteur, mais de dire que je n'applique pas les données de la science, alors ça, quand j'ai lu des trucs, je dois reconnaître que j'ai été pris d'un fou rire. Parce que j'ai regardé quelle était la production scientifique et des gens qui votaient ça, et puis les gens qui avaient dit ça, et j'ai ri à un point qui est, parce que tout le monde peut le voir, mais c'est absolument, je vais le publier d'ailleurs, c'est risible, parce que moi sur ces domaines-là, non seulement je suis le plus cité en Europe sur les maladies infectieuses et la microbiologie depuis plus de 20 ans, je suis plus cité en sciences en France, je suis le deuxième, après Guido Crémer, mais j'ai commencé à écrire ça, c'est disponible pour tout le monde, par vulgariser, c'est le premier livre que j'ai écrit, vous voyez, qui comprenait déjà la chloroquine, vous voyez, sur les traitements des maladies intracellulaires, publié en 1993, Speyer. Et puis ensuite, j'ai fait un que sais-je pour expliquer ça au public. J'avais marqué les maladies émergentes, et puis les PUF n'ont pas voulu que j'appelle ça les maladies émergentes, ils m'ont obligé à appeler ça les nouvelles maladies infectieuses, parce que maladies émergentes, personne n'en avait entendu parler à l'époque, parce que j'ai écrit ça en 97. Personne ne savait ce que c'était qu'une maladie émergente. Donc c'est pour ça que j'étais obligé d'appeler ça une nouvelle maladie infectieuse. Ensuite, parce que j'avais eu le seul laboratoire qui était capable de faire l'analyse des poudres au moment de la crise du bioterrorisme, on m'a demandé de faire une mission sur les maladies infectieuses et le bioterrorisme par le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, que j'ai fait en 2002-2003, et lui aussi disponible sur Internet. Et puis ensuite,
un éditeur m'a demandé de faire un livre sur les nouveaux risques infectieux, la grippe aviaire, le SARS et après. Je ne renie rien de ce que j'ai dit, je pense que c'était raisonnable. Ensuite, au tout début de cette épidémie, j'ai écrit un autre livre encore sur les épidémies, les vrais dangers et les fausses alertes. Et puis j'ai essayé de mettre ça dans une perspective scientifique, en expliquant quelle est la démarche scientifique qui me paraît la plus adéquate pour ce que je fais moi. Vous voyez, qui est de l'épistémologie, c'est-à-dire de la science, de l'histoire des sciences, vous voyez, qui est mon dernier livre. Donc, si vous voulez, dire que j'ai une approche qui n'est pas scientifique, c'est ridicule à un point qui est difficile à tenir. Voilà, c'est très très intéressant. Et donc on verra bien, il faut que les choses suivent leur cours. Ce que je ne tolérerai pas, encore une fois, les institutions sont les institutions, ceux qui les représentent ne sont pas l'institution, sont ceux qui représentent l'institution à un moment, et vous savez bien que ça change. Moi, j'avais dit une fois, vous savez, les ministres de la Santé, en moyenne, dans ce pays, ça dure 2 ans et demi. Donc, c'est pas définitif, ce que pense un ministre de la Santé. Ça dure le temps où il est là, puis il y en a un autre qui pense autre chose, et puis ensuite, il y aura des élections présidentielles, on verra bien qui sera le président, on verra bien qui sera le Premier ministre, on verra bien qui sera le ministre de la Santé. Et c'est pareil pour le Conseil de l'Ordre, il y aura des élections, peut-être ça donnera un enjeu de l'élection, de savoir si maintenant on peut se servir du Conseil de l'Ordre pour empêcher les gens de parler, c'est une vraie question. Le Conseil de l'Ordre est là pour régler les problèmes déontologiques entre les médecins. Moi je ne me dispute pas avec les médecins, à la différence des autres, j'insulte pas personnellement les gens, ni sur Twitter, ni à la télévision. Ça c'est des problèmes déontologiques dont théoriquement le Conseil de l'Ordre doit s'occuper. Après, le Conseil de l'Ordre n'est pas là pour me faire taire. J'ai essayé une première fois de me faire taire, c'est un peu difficile de me faire taire, en particulier parce que ce que je fais, ça n'est que transmettre les résultats de ma connaissance, et que comme universitaire, bien sûr, c'est non seulement mon droit, mais c'est mon devoir. Et donc, je continue à le faire. De toute manière, je ne vois pas comment le Conseil de l'Ordre pourrait m'empêcher de parler. Voilà, et donc je pense que ce sont les éléments qui devraient éclairer les uns les autres. Je souhaite que tout ça se termine le plus simplement du monde, une fois que les gens seront revenus à un niveau de tension normal, arrêteront de s'exciter sur des choses sur lesquelles on se demande même en quoi ils sont concernés, quoi.